En cette nouvelle année, je vous emmène dans la réserve naturelle et nationale baie de Saint-Brieuc. C'est un endroit merveilleux. Écoutez, regardez. Situé sur un axe de migration, le fond de la baie de Saint-Brieuc est reconnu comme une zone humide littorale d'intérêt international pour les oiseaux.
rentrer justement dans le vif de l'histoire. Jérémy a été directeur de Vive Armor durant 19 ans. Vous l'avez forcément croisé dans les allées de Nature Armor qu'il a contribué à créer. Et Géraldine, bonjour à tous les deux. Géraldine, vous êtes en alternance à Vive Armor. Vous êtes plongée dans les archives très riches de l'association. Vous avez également recueilli des témoignages et vous nous proposez une belle fresque. Alors, vous pourrez tout à l'heure vous approcher, monter sur scène pour constater l'évolution et les grandes dates marquantes de Vive Armor. Vous avez finalement pris les manettes d'une machine à remonter le temps, Géraldine, c'est ça? Oui, un peu. Effectivement, alors, à Vive Armor Nature, on s'est posé effectivement on a voulu faire ce travail collectif pour ne pas oublier, comme on disait, les actions passées, pour se souvenir de tout ce qui a été fait et plus particulièrement aussi pour relier ce qui s'est passé il y a 50 ans, en 1974, avec le présent. Et effectivement, on s'aperçoit dans ce travail collectif que l'histoire ne se répète pas tout le temps, mais elle rime. Il y a vraiment des choses qui se répètent. Et c'était très intéressant, en fait, avec ce travail qu'on a mené avec des bénévoles, avec des adhérents et avec des fondateurs, puisqu'on a quand même eu la chance de pouvoir monopoliser, de pouvoir recueillir les témoignages de nos fondateurs, de faire ce travail qui est exposé ici. Et donc je vous invite, bien évidemment, comme vous le disiez Pauline, à venir découvrir cette frise qu'on volera à la fin de l'inauguration et qu'on réinstallera sur le stand de Vive Armor Nature. Donc ce travail, il a nécessité plusieurs équipes de bénévoles, d'adhérents. Tout d'abord, une première équipe de fouineurs, puisqu'on n'est pas archiviste, on n'est pas des professionnels non plus du travail d'archives, de rétrospective, et 50 ans, c'est pas rien. Hein. C'est presque mon âge, et donc, on a eu une première équipe de fouineurs qui a été percer les mystères, qui arrivait à percer les mystères de ces archives de Vive Armor, qui, entre nous, étaient vraiment super bien classées, super bien rangées. Donc, une fois qu'on a pu récupérer ces archives, en extraire un petit peu les éléments les plus pertinents, on a fait appel à une deuxième équipe. La première équipe était épuisée, parce que ce travail-là, il faut dire qu'on l'a fait en 3 mois, donc pour vous le présenter aujourd'hui. Et donc, ça a été assez intensif. Et donc, la deuxième équipe, en fait, ça a été celle qui a permis d'identifier ce qui était valorisable, identifier les points, les moments forts des actions. Donc, en fait, ni plus ni moins, bâtir le récit de cette frise historique. Et là, un grand, grand merci à nos fondateurs, parce qu'ils nous ont permis finalement de ne pas jeter à la poubelle ce qui était exploitable, de ne pas faire d'erreur et de comprendre vraiment, en fait, le fil conducteur de l'association. Donc la deuxième équipe était épuisée. On a fait appel à une troisième équipe pour numériser, pour mettre en valeur, pour commencer à rédiger les éléments. Et là, on a donc notre quatrième équipe de relecteurs, qui nous a permis effectivement de produire ce document qui a aussi fait l'objet, vous voyez, il est agréable à lire, il est beau, il est intéressant. Et là, un grand merci à notre graphiste Marie Place qui a fait un très bon travail. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus la parole que ça parce que je pense que... Je vais vous poser une question. On a parlé des débuts de l'association, oui. Géraldine. Comment vous constatez son évolution? Tu nous racontais tout à l'heure ces différentes phases. Vous les avez constatées aussi grâce à cette crise. Oui, on a constaté les phases et je pense que Jérémy et Alain pourra en parler encore davantage. Grosso modo, on a à peu près 3 grandes phases à Vive Armor Nature. On a les 20 premières années, où là on est vraiment, comme on le disait, dans la mise en place de l'association, qui s'installe, qui se fait connaître, qui mène et qui identifie déjà les grands enjeux pertinents qui vont aller porter jusqu'à aujourd'hui. Donc ces 20 premières années. On a une période de transition d'à peu près 6-10 ans, où l'association se spécialise un peu plus dans le juridique,
Donc voilà, c'est à noter, c'est une période de transitoire intéressante. Et les 20 années qui nous concernent, les 20 dernières années, où là je laisserai vraiment à Jérémy et Alain le temps de vous montrer comment l'association s'est professionnalisée, où effectivement la connaissance a pris toute son importance. Et donc juste, je voulais remercier vraiment ceux et celles qui ont participé. On a nos fondateurs, donc on a Lionel, on a Louis, on a Jean-Paul, on a monsieur et madame Petit qui sont venus témoigner. On les a enregistrés, on a fait plein de choses, on a encore plein de matières premières à exploiter, donc un grand merci à eux. Ils sont là aujourd'hui, j'en ai croisé un. Un grand merci bien évidemment à tout l'ensemble des adhérents et des bénévoles qui font que les actions de Vivre Mort sont toujours pertinentes, sont toujours actives et surtout sur le terrain. Bien évidemment, merci à tous les bénévoles qui sont aussi présents aujourd'hui avec nous au festival, qui nous permettent de porter ces éléments-là. Et voilà, j'en terminerai ici pour simplement dire que voilà, c'est un travail très intéressant qui est linéaire ici sur cette frise. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il faut rentrer un peu plus dans la profondeur de ces actions. Il y a vraiment des choses à partager et qui pourront faire l'objet de valorisation ultérieure dans la vie, je pense. Merci. Merci. Alors Jérémy, vous êtes arrivé à Vivre Mort en 2001 avec le projet de redynamiser l'association. Comment vous vous y êtes pris? En fait, ça a commencé vraiment dès mon embauche, en fait, et dès ma candidature. En fait, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours envie de plein de trucs, plein d'idées, qu'il faut vraiment structurer un peu les choses. Et je suis arrivé lors de mon entretien d'embauche, en fait, avec une proposition très concrète, avec un plan de développement à 5 ans de Vivre Mort Nature. J'étais un emploi jeune, 5 ans. Pour ceux qui connaissent, moi j'étais un emploi jeune vieux parce que j'ai 8 ans. Mais bon, ferme la parenthèse. Et donc moi je connaissais déjà l'association, et puis j'avais plein d'envie. J'avais été aussi animateur nature à la Maison de la Baie pendant mon obligation de conscience, donc je connaissais assez bien le terrain, je connaissais aussi assez bien les naturalistes du coin. Et puis je croyais qu'il manquait plein de trucs en fait. Et donc j'ai dans ce document que j'avais passé à Géraldine, je m'étais dit bon ben voilà, il y a des trucs qui manquent, et par exemple il nous faut absolument un événement qui soit fédérateur, un événement où une fois par an les gens puissent se rencontrer et puissent présenter la nature et qu'on émerveille les gens en fait, et notamment le grand public, avec tout ce que nous naturalistes on connaît sur la biodiversité, mais ce que le grand public ne connaît pas, et c'est ce qui a donné aujourd'hui ce festival. Et puis dans ce document, il y avait aussi, moi j'avais fait un BTS en gestion de protection de la nature, dont mon sujet de fin d'études était la gestion de la pêche à pied sur le lieu du Bordelais à Côte-d'Or. Vous voyez que ça, bien évidemment, c'était aussi dedans, et je sentais qu'il y avait quelque chose à développer autour de tout ça. Donc voilà, c'était aussi dans le document. Et puis il y avait aussi, j'avais bien compris qu'on n'avait pas la place, je trouvais qu'on n'avait pas la place qu'on méritait dans la gestion de la réserve naturelle. Parce que bien sûr, la réserve naturelle avait été créée, il y avait une convention de gestion, mais finalement, on n'avait pas de salariés, on n'avait pas de vraie action. Voilà, donc ça, il fallait qu'on y aille également. Et donc ça je l'avais aussi présenté dedans. Et puis, j'ai travaillé un petit peu dans la fonction publique, et j'étais en charge d'un service environnement dans le Morbihan pendant quelques mois. Et puis l'appel du Côte-d'Armor et de la baie de Saint-Brieuc était plus forte, et donc j'ai quitté la mairie d'Alers pour revenir ici en baie de Saint-Brieuc. Et je voyais très bien qu'il y avait un manque, il n'y avait pas de lien entre les collectivités, ou peu de lien entre les collectivités et les assos, et souvent quand il y avait un lien, c'était plutôt assez conflictuel, et pas forcément dans le côté je vous propose des choses, je travaille à des projets, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec les collectivités. Alors bien évidemment, quelques années plus tard, les APC sont arrivés, et les atlas de biodiversité communale, et on y allait à fond dedans parce que c'était vraiment un enjeu. Et puis il y avait d'autres aspects aussi. J'étais dans différentes associations naturalistes, et je voyais bien que tout ça se parlait pas trop, quoi. Donc les petits soit UPO, soit Protect Vivant, soit Vivre Mort. Mais à ce moment-là, au début, fin des années 90, début des années 2000, tout le monde ne cohabitait pas forcément de manière que je trouvais assez pertinente, notamment pour pouvoir travailler ensemble sur la préservation de la biodiversité. Et c'est comme ça qu'est né le réseau des naturalistes Saint-Brieuc, ça faisait partie aussi du show. Et donc finalement, moi j'ai eu une chance assez extraordinaire, c'est que les gens m'ont cru,
parce que vous avez 20 et quelques piges, vous arrivez en disant bah voilà, moi pendant 5 ans je vais faire ça, 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 ça. Donc ça c'est déjà une grosse chance. Et puis après on m'a suivi. Et ça c'est. Sur Nature Armor, par exemple, les administrateurs étaient un peu dubitatifs, mais ils vous ont donné le go. Oui, mais ça c'était sur plusieurs projets comme ça en fait, où je disais bah voilà, on va faire ça. Paris, t'es sûr? Oui, on va le faire. Alors certainement, moi je passais un peu pour un utopiste, mais la définition pour moi de l'utopie, elle est vraiment celle qui dit que l'utopie c'est juste qu'on n'a pas tenté. C'est pas ce qui est possible, qui est impossible, c'est juste ce que l'on n'a pas encore tenté. Et donc voilà, donc j'ai vraiment cet esprit-là. Et finalement, le festival au début, c'est vrai que quand tu dis, ben voilà, on va faire une manifestation, on va appeler tous les assos, on va faire un truc génial, bon ben ok, why not, mais comment quoi? Et la première édition, elle a été hyper importante, parce que la première édition, ça a été galère. Déjà, c'est pour moi à peu près 10 ans de réflexion. Parce que notamment, je vois Gilles et d'autres vieux amis, et bien oui, j'avais déjà travaillé dans les années 80 avec des manifestations de ce type-là, et moi, il m'avait donné envie, quand je les ai rencontrés, de faire ça. Mais bon, voilà, et comment on organise les choses, donc c'est à peu près 10 ans de travail avant la première édition. Et puis c'est aussi des emmerdes, hein, il faut être clair. Mais l'année prochaine, on se bat. L'année prochaine, on va ailleurs. Et en fait, ce festival est un festival itinérant. Parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était les dimensions départementales. Et très vite, on avait vu qu'on attirait à une vingtaine de kilomètres en fait. Donc il fallait aller ailleurs. On voit que les enjeux qui, il y a 50 ans, étaient déjà présents, sont encore là aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de la pêche à pied. C'est ça aussi qui rend l'association crédible aux yeux notamment des autorités publiques. C'est important de continuer à travailler sur la biodiversité, sur la pêche à pied, etc. C'est important et je pense que la crédibilité scientifique qui est la base, et qui a raison de bien dit, qui est la base en fait, de l'association, il faut qu'elle reste. Alors, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle va continuer à rester, parce que je connais bien l'équipe et je connais bien la logique de l'association, mais ça c'est hyper important. C'est la crédibilité scientifique et ensuite les actions contacts, c'est ça qui... Qu'est-ce que vous souhaitez à Villarman pour les 50 prochaines années? Plein de bonnes choses, bien évidemment. Non, moi, je souhaite vraiment qu'on arrive, alors, comme certains le savent, moi, des fois on dit dépasser de l'autre côté, c'est pas vrai, je suis devenu un peu plus, pas grave, c'est pas grave. Et donc, je suis devenu maire d'une commune et vice-président de l'aglo à côté. Je souhaite qu'on arrive ensemble, et qu'on arrive ensemble en fait à travailler sur ces grands enjeux qui sont la changement climatique, l'adaptation, qui sont aussi évidemment l'érosion de la biodiversité. Moi je suis un peu flippé pour tout vous dire sur une notion qu'a abordée Hervé, qui est l'amnésie environnementale. Parce que l'amnésie environnementale, elle dit qu'on a notre point de repère. Et moi ce qui me fait flipper, c'est que, et notamment pour mes enfants, deux qui sont là, très sage déjà, merci les enfants. Mais ce qui me fait flipper, c'est que moi, je fais partie de cette génération qui a pu se rendre compte de la vraie érosion de la biodiversité. Et que moi, je suis en 77, et qu'entre 77 et aujourd'hui, on a perdu environ 50% du vivant de cette planète-là. Le meilleur truc qui marche toujours pour notre génération, le pare-brise. Le pare-brise, bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, le pare-brise, ça fait flipper de ne plus avoir besoin de le nettoyer. Et donc c'est ça, et j'espère vraiment qu'on va travailler sur des vraies actions pour la reconquête du vivant et de la biodiversité. J'ai été aussi membre du Conseil national de protection de la nature pendant 5 ans. Pour l'instant, j'ai envie de les voir, les stratégies de biodiversité. Parce que les stratégies, on en a plein les tiroirs. Ce qui est important, c'est l'application sur le terrain. Et la biodiversité, ça se passe sur le terrain. À Paris, vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez. La biodiversité et le vivant, ça se passe sur le terrain. Merci beaucoup à tous les deux, Géraldine et Émilie. Et justement, on va continuer à parler de terrain et de coopération avec nos 3 intervenants suivants qui nous rejoignent sur scène. Oui, vous pouvez venir. Alors, j'en profite pour vous donner quelques chiffres. Villarman, c'est aujourd'hui 1000 adhérents, 250 bénévoles actifs, 6 salariés, 2 apprentis
avec une mission primordiale, connaître, préserver et protéger la biodiversité. On découle de nombreux projets placés sous le signe des partenariats, Jérémy le disait à l'instant. Et nous allons en parler de ces coopérations avec nos trois intervenants. Carole Béchec, vous êtes conseillère régionale, présidente de la commission climat, transition et biodiversité. Tom, Catherine, apprentie à la réserve de la baie de Saint-Brieuc, venue en avis d'apparat, on peut dire ça comme ça. Et Yann Bizio, adjoint à la commune de Bocquéo. Bocquéo, c'est entre Saint-Brieuc et Guingamp, pour situer à peu près, c'est ça. On charge de la biodiversité, du développement rural et durable. Je parlais de coopération à l'instant et ce mot prend tout son sens au niveau communal avec les partenariats entre l'association et la commune de Bocquéo. Yann Bizio, vous avez travaillé ensemble à l'élaboration d'un atlas communal de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette coopération? Oui, bonjour à tous. Merci avant d'avoir invité un élu d'une toute petite commune comme la nôtre. Voilà. Donc merci à Vivre Nature d'avoir pensé à nous. C'est vrai que ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur un atlas de biodiversité sur notre commune. C'était une idée qu'on a eue avant d'être élu, ça faisait partie de notre programme. Voilà. Donc on a été élu aussi pour ça. Hein, voilà. Donc on a mis ça en place assez vite et conseillers, enfin je veux dire des gens autour de nous ont dit rapprochez-vous de Vivre Nature. Ils ont cette expérience sur les atlas de biodiversité et on a bien fait. Le conseil était bon parce que nous élus, on a des convictions, on arrive avec des idées. Moi, je ne suis pas un technicien de l'environnement, je suis travailleur social, je m'intéresse à la nature, je suis apiculteur amateur. J'ai des convictions, des idées, je vois ce qui est bien, j'entends, voilà, autour de moi. Mais techniquement, je n'y connaissais pas grand-chose. Voilà. Donc il nous fallait absolument un appui technique là-dessus. On a fait le choix aussi de travailler, donc on a eu une enveloppe de l'Office français de la biodiversité pour nous aider à ça. Et donc on a eu un budget complet de 30 000 euros. Donc ça paraît beaucoup quand on dit comme ça, mais pour réaliser tout le travail d'un atlas de biodiversité, je me suis rendu compte que c'était pas tant que ça, mais suffisant quand même. Voilà. Donc, on a travaillé avec Vivre Nature et la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor. Ça, c'était un vrai choix de notre part, parce que actuellement, dans le contexte dans lequel on est actuellement, beaucoup de politiques, beaucoup de décideurs voudraient qu'on oppose, je dirais, les agriculteurs et les écologistes, qu'on oppose les chasseurs et les écologistes. Enfin, voilà. Et nous, ça a été un vrai choix de travailler avec ces deux structures pour justement pouvoir rassembler autour d'une table, parce que c'est ce qui constitue la réalité de nos communes rurales. C'est-à-dire sur nos communes rurales, on a des agriculteurs qui sont une force économique, voilà, et puis qui sont installés. On a des gens qui sont très sensibles aux questions environnementales, je fais partie de ceux-là, voilà. Et puis des gens qui travaillent dans des usines un peu autour, Guingamp, Saint-Brieuc, voilà. Donc il y a cette réalité, et nous, dans nos communes, on ne peut pas opposer, enfin je veux dire, on entend dans les journaux et tout ça, que telle fédération ou tel parti a dit ça, mais nous, on ne peut pas se permettre d'opposer les uns aux autres. Il faut qu'on travaille ensemble. Voilà. Vivre Nature a vraiment répondu à ça, et puis on a nos convictions, nous, mais techniquement, on voit bien qu'il y a de la biodiversité sur nos communes, mais expliquer à tous les habitants de notre commune qu'il y a telle chose à tel endroit, telle chose à tel endroit, et puis pouvoir en faire quelque chose après et pouvoir décider en conséquence sur nos aménagements, sur notre commune. Et bien, Vivre Nature nous a vraiment apporté cet appui technique, en fait, que moi je n'ai pas. Et puis, pour appuyer les convictions qu'on a, c'est essentiel, c'est ce que je vous disais quand on s'est eu au téléphone, que des petits élus comme nous aient cet appui technique, parce que du coup, pour convaincre, et ben c'est beaucoup plus simple. On a fait notre copie de notre atlas de biodiversité mercredi dernier. Il y a énormément de traces de loutres sur notre commune. Ben, ça va être beaucoup plus simple de dire qu'on va devoir poser des panneaux, voire aménager des ponts, quand quelqu'un est venu expliquer précisément ça, quoi. Voilà. C'est une super nouvelle. Voilà. Moi j'aurais dit oui. Moi je l'aurais dit comme ça, on m'aurait dit bah oui, voilà, les loutres, tu vas vouloir qu'on barre des routes pour faire ça.
On a eu quelques arguments, mais c'était pas... voilà. Tandis que là, on est quelque chose, c'est quantifié, c'est nommé, c'est... Voilà. Alors c'est vrai pour les loutres, parce que ça parle plus, mais c'est vrai pour des orchidées qui sont dans une prairie, c'est vrai pour plein de petites choses comme ça. Moi, ou d'autres élus, ou d'autres citoyens auraient pu venir le dire. Je pense qu'on aurait été moins... Enfin, convaincre les gens, c'est jamais simple, mais là, l'expliquer, et c'est témoigné, c'est illustré, c'est des scientifiques qui le disent, c'est pas juste une idée comme ça, quoi. Voilà. Ou de fermer les routes pour laisser passer des voitures des sauvrenus. Vivarmort a également la chance de pouvoir compter sur le soutien de la région de Bretagne, un soutien qui s'inscrit dans une politique plus large, évidemment, de protection de la biodiversité. Carole Lavechette. Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci d'abord de l'invitation, merci Hervé. Donc moi je suis juste revenir sur la commission climat, transition, biodiversité. Et transition c'est important parce qu'on va le voir, la biodiversité elle s'entend aussi comme aussi les autres enjeux écologiques bien sûr qui sont réchauffement climatique, l'eau, etc. Les sols aussi, on en parle très peu. Et au niveau du conseil, alors moi je viens du milieu associatif, je suis élue que depuis ce mandat-là, donc ça fait 2 ans et demi, donc je connais beaucoup d'entre vous et je suis très contente d'être ici aussi à ce titre. Donc en fait, le conseil régional il a évidemment une politique sur la biodiversité et qui est de plus en plus amenée à justement prendre en compte tous les aspects. C'est pour ça que je parlais de transition et que transition avec un S c'est important. Parce que oui, il y a une politique biodiversité, mais si on regarde le budget propre biodiversité, il peut paraître quand même très petit par rapport à l'ensemble du budget du conseil régional. Et en fait, tout l'enjeu, il est d'aller prendre dans toutes les compétences du conseil régional ce que l'on peut pour adresser les défis qui sont les défis climatiques, biodiversité, etc. Ça, c'est important. Et alors, les associations naturalistes et environnementales, bien sûr, elles font partie du jeu. Bien sûr, on veut muscler les coopérations avec, parce qu'on ne peut pas faire sans elles, de toute façon. Elles sont là pour la connaissance, l'éducation à l'environnement aussi, à sensibiliser le plus possible. Elles sont là aussi pour la gestion aussi des réserves. Et là, on va écouter Tom tout à l'heure. Ça va être intéressant. Voilà. Et donc, ça fait partie des coopérations sans lesquelles on ne peut pas travailler. Donc, le conseil régional, par exemple, est en compétence pour les parcs naturels régionaux. Donc, on a le 3e parc de Bretagne qui va naître, on l'espère, d'ici quelques mois. Après un long travail, il y a les réserves naturelles régionales, il y a donc le soutien aussi. Donc, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des conventions pluriannuelles d'objectifs avec les associations naturalistes et les associations environnementales aussi. Donc on se met d'accord sur un programme et puis on travaille ensemble. Et puis il y a donc on parlait tout à l'heure, Jérémy, tu parlais de stratégie. Oui, il y a beaucoup de stratégies, mais par exemple en Bretagne, on n'a pas encore une stratégie régionale de la biodiversité. Et ça va être l'objet aussi de 2024. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi dans d'autres compétences, par exemple les canaux aussi. Les canaux ont une politique sur la biodiversité qui est très, très importante, mais on vient aussi de faire, et moi je suis en responsabilité de ça, le plan Breton pour l'arbre. Et la biodiversité fait grandement partie de ce plan, donc avec tout l'aspect bocager aussi, bien sûr. On parlait tout à l'heure de chasse, on a eu l'occasion d'échanger notamment sur le label haie. Le label haie, voilà, c'est pas que l'arbre, c'est l'arbre pour la biodiversité, pour les sols, pour l'eau. En fait, la difficulté, c'est qu'il faut être comme les mouches pour pouvoir voir 8 ou 10 angles en même temps. Et je pense que je pense que le grand progrès au sein du conseil régional, mais comme des autres entités publiques, c'est vraiment d'aller voir dans toutes ces compétences comment est-ce qu'on peut faire avancer ces causes-là. Vous défendez aussi le partenariat avec les entreprises, on parlait tout à l'heure des agriculteurs, qui est une forte place dans l'économie bretonne. Votre fondation Braise Biodive, vous essayez de favoriser ces partenariats. D'ailleurs, j'ai emmené quelques flyers pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est comment trouver les moyens pour pouvoir financer plus de projets concrets pour l'intérêt général. Donc donc le conseil régional a créé cette fondation qui est une fondation qui fait du mécénat.
du mécénat. Et donc la particularité, c'est qu'il y a des fonds publics, mais aussi et surtout des fonds privés. On essaye d'avoir de plus en plus de fonds privés pour aller financer de plus en plus de projets concrets. Donc il y a déjà 13 projets qui ont été financés. La plupart, c'est du premier appel à projet, c'était plantation et biodiversité. Donc c'est des forêts gourmandes, c'est des vergers, c'est des coulées vertes. Et puis il y a des projets aussi sur l'eau, c'est des remembrement de cours d'eau, enfin beaucoup de choses, mais c'est du concret. Et moi, ça me tient vraiment à cœur parce qu'il y a cet aspect financement de projet qui est déjà essentiel parce qu'il y a plein de projets qui sont possibles et il y a plein de gens qui sont disponibles et qui veulent aussi les mener. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire de parler aux acteurs économiques. On est avec justement FNE et puis d'autres associations qui sont avec nous dans le comité exécutif. Et en fait, tout le monde se parle. Les acteurs économiques parlent aux associations naturalistes, parlent aux chercheurs. Et ça, c'est essentiel parce que on dit la conscience environnementale, elle a augmenté. Oui, mais en même temps, on est tous, enfin quasiment toutes les personnes sont salariées d'entreprise. Donc il ne faut pas qu'il y ait de césure entre l'entreprise et le citoyen. Et pourtant, c'est ce dont on a l'impression. Et je pense que le fait d'être tous ces différents acteurs au sein, là, par exemple, d'un pool comme ça, de la Fondation Brest Biolivre, ça permet aussi de se parler et d'essayer les bonnes pratiques et vraiment de grandir ensemble. Et c'est essentiel. Donc voilà pourquoi je le soutiens fortement. Et c'est possible sur une commune, ça se traduit, c'est une coopération entre monde économique, monde politique, scientifique, association. Vous voyez, vous, à Bockello, par exemple? C'est possible et c'est essentiel parce qu'on voit bien que si on écarte l'un, il va revenir par la fenêtre, quoi, en gros. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Alors, des fois, on est un petit peu déçu parce qu'on organise quelque chose et il y a peu de monde. Voilà. Et puis, après, on entend quand même que ce qui s'est fait, même s'il y avait que 15-20 personnes et qu'on en aurait espéré 50, eh bien, ça nous revient, on nous dit, ah ben tiens, vous avez fait ça, c'est vraiment chouette, voilà. Encore là, aujourd'hui, je croise quelqu'un que je connais pas et qui me dit, ah, c'est vrai que vous avez fait la place de biodiversité, c'est chouette. Et oui, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut être patient, il faut être calme, parce que des fois, les échanges sont vifs, très vifs même. On va sourire quand même. Ouais, il faut être calme, il faut être serein, il faut garder de la sérénité, que ce soit au sein de conseil municipal qui représente cette diversité, des entrepreneurs, des militants associatifs et tout ça. Voilà. Et puis il faut rester optimiste, quoi. Après, ce dont souffre quand même une commune comme la nôtre, enfin, les communes comme les nôtres, mais je pense peut-être à l'échelle de la France, c'est qu'on manque quand même, moi je trouve, de lois pour cadrer tout ça. Tout à l'heure, les intervenants avant disaient les lois sont décrets, elles ne servent à rien, c'est vrai, mais je vois sur les haies, là, les choses sont quand même... nous, on a travaillé depuis... donc on est élu sur le recensement des chemins ruraux sur notre commune, donc on a recensé 53 km de chemins, certains qu'on va réouvrir, d'autres qu'on va conserver en corridor écologique, enfin voilà. Voilà. Et que là, on s'attaque à comment régulariser des chemins qui ont été absorbés par des cultures et tout ça, et que le cadre légal, il est quand même flou, je trouve, voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut absolument, dans les années à venir, que peut-être des associations comme Vivre Mort Nature, mais toutes celles qui ont été citées avant aussi, et avec les élus, tout ça, qu'on essaye de clarifier tout ça, quoi, parce que on voit bien qu'une loi vient sceller les choses pour tous, quoi, quelle que soit la position acteur économique, militant, associatif et tout ça, au moins les choses sont claires et je trouve qu'il y a une réelle avancée à avoir là-dessus. Voilà. Et c'est important de dire que certains voudraient qu'il y en ait moins, des lois notamment sur les... Tom Catherine, vous avez 19 ans, vous êtes le plus jeune de nos intervenants aujourd'hui, alors on est tenté de vous faire parler au nom de la jeunesse tout entière. Vous adorez être dans la nature et vous voudriez y travailler. Racontez-nous ce que vous faites au sein de Vivre Harmonie.
Alors, déjà, parler au nom de la jeunesse, je sais pas. Je vais déjà parler de moi, ce sera pas mal. Donc, ouais, j'ai grandi dans la campagne de Guignol, un petit peu dépourvue de bocage, très plate, des grandes parcelles agricoles, ce qui fait pas rêver tout le monde. Pour autant, j'étais tout le temps dehors à observer les oiseaux, le gibier, etc. Toujours avec ma paire de jumelles. Et j'avais aucune idée du fait que ça pouvait devenir un métier de protéger tout ça. Et un petit peu par hasard, j'ai découvert qu'il y avait des formations à ce sujet. Donc à la fin de mon lycée, j'ai entamé un BTS gestion et protection de la nature, en alternance donc. J'ai d'ailleurs vu des collègues dans la classe par là-bas. Donc j'ai été embauché par Vivre-Mort pour ce BTS. Et donc au sein de la réserve naturelle, je suis l'équipe au quotidien dans les suivis scientifiques notamment, et également sur d'autres missions qui me sont attribuées plus personnellement. Donc comme par exemple le développement de dunes sur le site de Saint-Maurice, donc je suis en charge de ce dossier-là par exemple. Donc voilà. De l'information aussi du public. Oui, tout à fait. Organisation d'animation et également un projet de sentier d'interprétation sur les greffes de Longueux, puisqu'il y a un déficit d'information sur ce côté-là de la réserve. Donc l'implantation de 14 panneaux sur les richesses de la baie de ce côté-là, en direction des Pressalés et des Strands. Voilà. Alors on a parlé de tous les enjeux qui pèsent sur la nature aujourd'hui, érosion de la biodiversité, changement climatique. Ça vous fait pas peur d'entendre tous ces mots ou vous n'êtes pas découragé d'avance? Alors, je pense que si la jeunesse était découragée, il n'y aurait plus personne dans ces formations-là, donc je pense pas. Au contraire, je pense qu'il y a plutôt de l'espoir, puisqu'on voit que ça bouge de plus en plus. Il y a énormément de façons de s'engager. Il y a toujours des choses à faire. Donc non, c'est pas déprimant, c'est même presque motivant de voir tout le monde s'engager de plus en plus. Et c'est en s'engageant justement qu'on peut ne pas être très angoissé face à ce genre d'enjeux-là. C'est ça, et puis d'être également dans une promo avec d'autres personnes de mon âge qui s'engagent également, on découvre de plus en plus de choses. Merci en tout cas pour votre engagement, merci aux jeunes qui sont là aujourd'hui, parce que c'est pas toujours facile de communiquer avec des jeunes et des activistes dans nos associations de protection de la nature. Comment vous le voyez, l'avenir de Vivre-Mort, vous, Tom? J'espère pouvoir y rester, ou y revenir en tout cas, je passe en appel. Non, j'espère que plein de bonnes choses, que ça se passera correctement, qu'on va encore accomplir des belles choses et que ça peut continuer ainsi. Merci beaucoup. Même question pour tous les deux. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à Vivre-Mort pour les 50 prochaines années? Quelques mots pour terminer, Carole. Encore 50 années très dynamiques devant Vivre-Mort, et puis surtout de très belles coopérations avec tous les acteurs. Et c'est déjà le cas, et c'est ce qu'il faut faire, il faut travailler avec tout le monde, et tous ensemble. Voilà. Yann? J'ai 50 ans aussi cette année. Je suis né la même année que l'association, c'est ce que disait mon président. Et je me sens encore tout jeune, moi, plein d'idées et plein d'avenir. Donc je pense qu'une association comme celle-là, pour les gens que j'y croise et tout ça, on sent, et puis Tom en est un bon exemple aussi, on sent qu'il y a de la puissance derrière, quoi. Voilà, et qu'il y a encore énormément de choses à faire. Moi j'ai l'impression que le plus gros à faire est devant nous, en fait. Que tout ce qui s'est fait ces 50 dernières années, ça a été un état des lieux. Alors certes, souvent avec une amnésie dont on a parlé avant, mais moi j'ai cette impression, en entendant Tom, mes enfants qui sont proches de ton âge et tout, voilà, que je pense que le plus gros mais le plus beau reste à faire, quoi. Et je pense que Vivre-Mort Nature, mais comme d'autres associations qui ont été citées, ont leur place et je pense prendront de plus en plus de place dans les décisions des politiques, et quelle que soit l'échelle, voilà, du communal jusqu'au plus haut, quoi. Merci beaucoup à tous les trois pour ce message. À monter sur scène pour nous livrer son sentiment, pour résumer peut-être les interventions, pour nous donner une route pour les 50 prochaines années peut-être. Joël, qu'est-ce que vous retenez des interventions de cette matinée?
D'abord, ce que j'ai ressenti, c'est que la dynamique est toujours là. Parce qu'au bout de 50 ans, on peut s'essouffler. Mais là, véritablement, il y a une véritable dynamique. Ce qui a été dit par Caroline tout à l'heure est essentiel. Se mettre à travailler le monde associatif, les citoyens, les élus politiques, la communauté scientifique pour que véritablement on puisse avancer ensemble. Sur l'impression générale, Tom, ça m'a beaucoup fait plaisir de l'entendre, parce que je me dis, et j'en connais plein, les jeunes, lorsqu'ils sont engagés dans quelque chose, syndical ou associatif ou autre, ou professionnellement, ou en voie de professionnalisation, sur des métiers qui ont du sens, et bien visiblement ils sont heureux, ils ont la pêche, une pêche qui mérite de devenir communicative. Je fréquente pas mal le milieu des jeunes depuis que je ne suis plus sénateur. On était plutôt entre vieux là-bas. Mais je ne me suis pas mis à la retraite véritablement parce que mes convictions sont toujours là. Et on me demande d'aller, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je viens ici, d'aller parler de mon histoire, de mon parcours, de ce en quoi je crois encore. Et je suis beaucoup demandé dans les lycées, les collèges, mais aussi les étudiants en études supérieures. Il y a 2 mois, j'étais à Sciences Po Lyon, et là, comme ailleurs, je me suis dit, les jeunes, ils ont du mal, parce qu'ils ont du mal à se projeter. C'est aussi notre responsabilité à toutes et tous, comment leur donner un chemin, comment leur donner des orientations, dans un monde où en 2050, on ne sait plus dans quel état il sera. Lorsqu'on a 18-20 ans, qu'on entend ça, qu'on a tout l'avenir devant soi, qu'on doit envisager, c'est pas un devoir, mais qu'on envisage naturellement d'avoir des enfants et de pérenniser la vie. Il y en a plein maintenant qui disent, moi je ne fais pas d'enfants les couples, on ne veut pas d'enfants dans un monde pareil. Pour une société, c'est absolument terrible. Et notre rôle majeur, c'est comment redonner de l'espoir, de l'espérance, certes aux jeunes, mais à tout le monde, parce que tout le monde est dans on peut parler de détresse quelque part, parce qu'on ne sait plus où on va. Le monde politique a une responsabilité absolument énorme, mais pas seul. C'est aussi les assos, les citoyennes, citoyens, comment bouger les politiques. Parce que il y a certains parmi les jeunes qui disent non, la politique ça ne nous intéresse pas, de toute façon, on ne peut pas avancer avec eux. Mais la politique, si on ne s'en occupe pas, elle va se débrouiller à fonctionner toute seule et de la manière qu'elle fonctionne actuellement. Donc la nécessité de mobilisation, le maître mot pour moi, c'est une véritable mobilisation collective pour avoir la lucidité, je parle encore aux jeunes, de l'avenir c'est quoi? Lorsqu'on est jeune, on a besoin de projets collectifs, les projets collectifs nous poussent à aller de l'avant, et bien en ces temps, on a le plus grand projet collectif qui soit, parce qu'il s'agit de sauver l'histoire, il s'agit de sauver la vie. On a plein d'éléments pour y arriver, moi je me dis qu'on va y arriver, évidemment, on est dans une période trouble, mais de cette période, il va sortir quelque chose par la force des choses, mais aussi par la force des gens, par la force des convictions. Et pour cela, il faut la foi en quelque chose, et ça reste à définir, à déterminer. Les travaux qui sont menés par des associations comme Vive Armor sont extrêmement encourageants, montrent qu'il y a moyen de faire, qu'il y a moyen d'empêcher de faire ce qui est mauvais, mais c'est encore insuffisant par rapport à... Parce que comme plein de gens ici, les dernières décisions politiques m'ont abattu complètement. On s'est battu, alors les uns et les autres, chacun dans son domaine, pour faire avancer les choses. On va parler des pesticides. En revenir là en arrière, pour nous c'était acquis, on allait continuer, les 50% et tout, d'autant plus qu'il y a les possibilités. Il y a des études qui sont menées, l'INRAE, c'est un organisme français qui n'est pas révolutionnaire.
Ils viennent de sortir une étude l'année dernière, elle nous a été présentée, démontrant que l'agriculture biologique à l'horizon 2050 peut nourrir la population. C'est l'INRAE. Il y a des chemins, c'est pas comme ça, c'est pas en claquant du doigt. L'agriculture biologique est une agriculture bien compliquée, mais les agriculteurs bio qui la pratiquent savent faire. Aussi, l'agriculture biologique a besoin de recherche, de moyens pour la recherche, et ce vice-président de l'INRAE nous dit, vous savez, notre budget de recherche bio est 4 fois inférieur au budget de Bayer pour la recherche. Là, tout est dit lorsqu'on a ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de temps. Je peux encore un mot de politique et de biodiversité. Donc j'ai été maire, j'étais déjà convaincu, j'ai mal tourné, je suis devenu sénateur. Au début je me dis putain je vais faire quoi là-dedans, tellement ça me pesait. J'ai participé à une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement. Je ne savais pas que ça existait, une mission d'information. Et là pendant 6 mois, un groupe de 27 sénatrices et sénateurs, on a travaillé sur le sujet. J'ai été édifié par tout ce que j'ai pu entendre. Mais ce que j'entendais, tous les groupes politiques étant représentés, tous mes collègues, ils entendaient les mêmes choses. Chirurgien pédiatre, à titre d'exemple de Lille, qui dit voilà, moi je suis chirurgien pédiatre, j'ai dû me spécialiser dans les malformations des nourrissons, tellement il y en a, en lien direct avec les pesticides. Une cancérologue de Bordeaux qui nous dit voilà, je suis cancérologue, spécialisé dans le cancer du vigneron, qui est le cancer de la vessie, directement lié aux pesticides. Et j'en passe, on a vu tout le monde, les fabricants de pesticides, les agriculteurs qui les utilisent avec précaution, les agriculteurs qui ne les utilisent pas et qui démontrent qu'on n'a pas besoin de les utiliser pour produire de la nourriture. Suite à cela, un rapport, des recommandations. Alors la recommandation, c'était la plus grande prudence. Et moi, je me dis, en sénateur nouveau, on va quand même faire quelque chose là-dessus. Je cogite. Et je dis à mes collègues, je vais faire une proposition de loi pour interdire les pesticides sur tout ce qui n'est pas agricole, les espaces publics des communes et les jardins privés. Alors on me dit, Joël, puis un petit peu utopie, c'est pas comme ça que ça se passe, tu peux la présenter, mais jamais ça passera ici, les lobbies, l'Europe et tout. Donc je me suis donné 1 an, et puis j'ai ramé pour l'écrire, je me suis fait aider. Et puis après, on était 10 écolos, il fallait, sur les 348 sénatrices et sénateurs, il fallait trouver une majorité. Eh bien, donc avec mes collègues, alors le président du groupe a discuté avec les présidents des autres groupes, à gauche c'était plus facile, mais pour trouver la majorité, je suis allé voir un par un tous ceux qui avaient suivi la mission, pour leur dire, mais ce qu'on a entendu là, tu ne peux pas aller voter contre ça. Et au final, alors certains m'ont dit, non, je ne peux pas voter pour, mais au moins je vais m'abstenir, et puis demander à quelques collègues de s'abstenir. On a trouvé une majorité. Alors en politique, on nous dit, vous ne pouvez pas grand-chose par rapport au lobby. En politique, en fait, c'est tout simple. Si on a une majorité, la loi passe, enfin, est votée, et elle s'impose pour tout le monde, ceux qui sont contents ou pas contents. Une nuance, il faut évidemment que les décrets d'application soient signés et dans l'esprit de la loi. Donc tout ça, on l'avait suivi, et ça a été fait. Et comme je me suis battu contre les pesticides par conviction, ensuite, j'ai forcément défendu l'agriculture biologique et les moyens de l'agriculture biologique qui sont complètement insuffisants. Agriculture biologique et les diverses agricultures alternatives qui sont sous le vocable agroécologie. Alors forcément contre le gros lobby du gros modèle agricole, parce qu'on ne peut pas rester neutre par rapport à ça. Donc on a réussi à faire avancer des choses. Il y a des petites avancées qui n'en paraissent peut-être que trop peu. Les projets alimentaires territoriaux. Donc après ça, j'ai travaillé sur l'idée de projets alimentaires territoriaux. On avait un ministre de l'Agriculture avec lequel on pouvait travailler, c'est le seul, c'était Stéphane Le Foll. Je me suis engueulé avec lui sur certains sujets, mais on a pu bosser ensemble parce qu'il savait se démarquer des lobbies. Les autres, ils ont été tous à la solde des lobbies, je le dis publiquement, tellement c'est... En tout cas, nous, on lui avait proposé les projets alimentaires territoriaux, ils sont entrés dans la loi d'avenir agricole, on aurait souhaité qu'ils deviennent obligatoires, comme les SCOT, comme tout ça, sur l'ensemble du territoire, mais c'est devenu seulement facultatif. Alors, il y a pas mal d'endroits où c'est porté,
à mon sens, ça pourrait être porté beaucoup plus. L'idée du projet alimentaire territorial, relocalisation de l'alimentation, sur un territoire donné, il y a des terres agricoles, il y a une population à nourrir, faire en sorte qu'au fil du temps, la quantité de consommation alimentaire soit de plus en plus importante au fil du temps. Ce qui pousse sur les territoires à revenir à la polyculture élevage, à faire des productions de qualité et de proximité. Donc là encore, il faut avancer, mais la réponse par rapport aux grands exportateurs, aux grandes cultures et tout, elle est là, il y a les moyens, mais bon, il faut que ça suive. C'est dire s'il y a des combats à mener, à l'intérieur du monde politique comme à l'extérieur. Et puis, je le redis encore, c'est toutes et tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Alors, deux petites questions parce que on est démunis en tant que citoyens face aux rapports qui pourtant s'accumulent malgré la mobilisation de la société civile comme nos associations de protection de la nature. Ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Ne rien lâcher, c'est sûr. Je l'ai dit, je le redis, le monde politique, il faut le bouger. Pour les jeunes, il faut lorsqu'il y a des candidatures aux élections, il faut entrer les conseils municipaux, ce sera 2026, ce sera bien qu'il y ait des jeunes qui puissent y entrer. Ce qu'on peut dire, il y a quelqu'un qui dit non, pas la politique, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quand même, mais entrer là, entrer dans des syndicats, entrer dans des associations pour faire nombre et faire force. Pour les politiques, quand je dis les bouger, on a réussi à certaines choses comme ça. Le 20% bio dans les cantines, ça a été à l'arrache qu'on a pu l'obtenir. Il y a eu on avait fait lancer des pétitions par les ONG. Enfin, il n'y a pas besoin de les pousser. Donc on a eu des pétitions, on s'est servi de tout ça. Lettre ouverte à tous les sénatrices et sénateurs. Ça passait pas au Sénat et on n'avait pas eu de majorité. Après tout ça, il y a une majorité en séance parce qu'ils ont fini par avoir les trouilles, c'est le mot, les trouilles que leurs électeurs, leurs concitoyens viennent leur dire mais comment ça se fait que tu n'as pas voté une chose comme celle-là. Cette question du rapport direct avec les élus. Pour les élus locaux, il n'y a pas de souci. Vous êtes en prise directe avec la population. Pour les élus nationaux, il y a une telle distance. Plein de gens ne savent pas qui sont leurs députés, qui sont leurs sénateurs sur leur territoire. Eh bien, lorsqu'il y a un texte, il y a moyen. Par contre, il y a des ONG qui peuvent et qui jouent le rôle. Un texte va tomber. On l'analyse, on le fait savoir au public, aux gens, et les gens sont invités, dans la mesure où ils sont convaincus, à aller demander rendez-vous avec leurs parlementaires pour dire là, vous, on vous a élu, vous êtes là pour nous représenter, quelle est votre position par rapport à ce texte-là? Là, ils pourront plus se ranger, ils devront assumer, s'ils sont d'accord, ils assument, mais ils pourront plus se ranger derrière le fait, oui, mais il y a le parti politique, parce que c'est vrai qu'il y a ça. Moi, il y a plein de collègues qui m'ont dit, ouais, mais tu comprends pas, avec mon parti, on ne peut pas... Au moment où les parlementaires pourront voter en leur âme et conscience, eh bien la face du monde changera. Le contexte législatif changera. Et c'est là où les choses pourront bouger. S'engager, voter, solliciter ses élus, consommer autrement. On a tous ce pouvoir de consomme-acteur, évidemment. Un dernier mot, Joël, la même question que j'ai posée à d'autres interlocuteurs. Comment vous le voyez, l'avenir de Vive Armor Nature? La boule de cristal. Ouais. Un bel avenir. Parce qu'il y a une existence déjà, il y a une véritable histoire, et comme il y a un besoin vital pour l'avenir, eh bien, je pense que en cette période, ça doit être le moment de prendre encore un nouveau souffle pour Vive Armor, recruter, regarder vers les jeunes s'il y a moyen de recruter, essayer aussi peut-être d'être attractif pour les jeunes, discuter avec eux, ça pourrait être l'occasion puisqu'il y en a. En tout cas, d'abord on a besoin d'assos comme Vive Armor. Elle est hyper bien structurée et donc encore une fois avec plein d'avenir et un bel élan pour l'avenir parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup.
tous nos intervenants, merci à Max qui s'occupait de la technique, à tous les bénévoles qui rendent Nature Armor possible ce week-end. Merci à vous d'être venus célébrer ces 50 ans. Prenez un peu de temps pour vous rapprocher de la fresque. Prenez aussi un peu de temps pour venir trinquer, parce qu'un anniversaire, c'est l'occasion de boire quelques bulles, ou de l'eau, bien sûr. Vous pouvez continuer à poser vos questions aux interlocuteurs qui restent ici dans la salle. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les allées de Nature Armor. Merci à tous et bon week-end. Ça permet vraiment d'avoir